Si comme moi, vous vous posez la question de donner du sens à votre vie, si comme moi, vous vous dites, il y a quand même un truc qui cloche dans la société, je vois bien qu'elle doit changer, mais je vois bien que je dois aussi changer à mon niveau individuel, cet épisode va sans doute vous plaire. Je reçois Ferdinand Richter, qui est le directeur général d'Ecosia, qui est un moteur de recherche éthique. Ferdinand, il est allemand. Il a été joueur de rugby professionnel et puis désormais, il travaille sur un moteur de recherche éthique. Mais surtout, en fait, il a énormément travaillé sur lui. Il est aussi psychologue de travail. Il a été coach. Et en fait, on va réfléchir ensemble à comment je peux kiffer ma vie en allant dans le bon sens, en me reconnectant à la nature, en recréant du lien avec moi-même, avec les autres et donc avec la nature. C'est une conversation plus peut-être liée à la relation à soi et au développement personnel que d'habitude, mais je pense que ça devrait vous intéresser. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour Ferdinand. Salut. On va parler de ton parcours et on va parler de ce que les gens peuvent faire pour aller dans le sens d'une reconnexion à eux-mêmes, à la nature et aux autres. Toi, tu es à l'origine un joueur de rugby professionnel. Et aujourd'hui, entre-temps, tu es passé par la permaculture, mais aujourd'hui, tu es le directeur général d'Ecosia, qui est un moteur de recherche éthique. C'est intéressant d'avoir fait ce mouvement, je trouve, du très physique après à la terre, puis au numérique, qui est pas un chemin très droit, on va dire, a priori. La question qu'on me pose, moi, tout le temps, effectivement, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens de l'écologie. Donc je trie mes déchets, j'essaye de moins prendre la voiture, je prends mon vélo, je compense mes vols en plantant des arbres via des services XY. Je sais pas trop si ça marche, mais en fait, en tout cas, je le fais. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux personnes qui se disent et puis il y a aussi cette question oui, non mais j'adore la nature, moi aussi je voudrais bien changer de métier, mais j'ai un niveau de vie, tu comprends, j'ai des enfants, j'ai un appartement à Paris, ça coûte cher, machin. Enfin, toutes ces discussions que tout le monde a dans sa tête, plus ou moins, qui ont une conscience écologique, mais je crois que la conscience écologique, elle est bien là maintenant. Elle est pas forcément dans les faits, mais elle est là énergétiquement au moins. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui ont envie de faire un pas, mais qui savent pas par quel bout le prendre? Ouais. Je crois qu'il y a plein de pas à faire. Voilà. Et ceux qui ont déjà fait un premier pas, et souvent il y a plein de gens qui ont fait un premier pas, je leur dirais faites un deuxième. Et là, que ce soit diminuer sa consommation de viande, essayer d'arrêter le plastique, il y a plein de choses qu'on sait maintenant déjà, qui sont, il faut juste s'y mettre. Donc ça peut être aussi simple. Et après, c'est aussi tout simplement s'informer, en apprendre plus. Voilà. Après, clairement, ce qui moi déclenchait en fait mon engagement écologique aujourd'hui, c'était que je me trouvais à un endroit dans ma vie où j'étais pas heureux. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et quand t'es pas heureux quelque part, soit tu restes et tu essaies de te convaincre qu'au final t'es heureux. Et ça se passe quand même beaucoup. Des gens qui font pas bien dans leur métier ou qui veulent s'engager, mais bon, et on va s'inventer plein de raisons pourquoi en fait c'est pas, voilà. Et à un moment donné, tu arrives à un point où tu te dis, ok, là vraiment ça me va pas. Je sors de cet endroit-là. Et moi c'est ce que j'ai fait en fait. C'est que j'étais coach et formateur. Il y a quelque chose qui m'allait pas sans forcément savoir qu'est-ce que c'était. Du coup, je me suis assuré, là j'ai à peu près 1-2 ans où je peux à peu près vivre avec très peu, mais ça va aller. Donc j'arrête et je sors de ma zone de confort et je vais découvrir des mondes qui peuvent être à l'autre bout du monde, mais qui peuvent être devant la porte que je connais pas. Voilà. Et je vois, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Tu vois. En permaculture, on dit souvent, il faut avoir un design global de peut-être la vie de rêve que tu as envie d'avoir. Mais après, tu commences avec un plant de tomates. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est veut dire dans cette démarche-là, on peut démarrer avec je vais acheter bio ou local plutôt que ce que je faisais avant, jusqu'à ok, maintenant je sais vers où je vais et je me lance carrément dans l'aventure. Après, à chacun de voir est-ce qu'on a envie d'un changement radical. Parfois, c'est plus simple pour certaines personnes de dire je coupe tout et je change complètement. Il faut savoir aussi que c'est une grande prise de risque.
Ou bien, ce que moi je fais maintenant, c'est aussi des transitions plus douces. Ça veut dire, on négocie par exemple un mi-temps ou une rupture conventionnelle qui donne quand même une certaine sécurité financière. Et après, entre-temps, je me forme à autre chose ou je vais découvrir autre chose. Voilà, c'est vraiment, je crois, être curieux de se dire que c'est chouette vers où on va. Se reconnecter à la nature, ça fait un bien fou. Si on peut se le permettre d'expérimenter, de tenter, et après tout simplement de se dire, ok, je suis assez égoïste pour écouter ce qui me fait du bien. Mais alors, du coup, j'ai l'impression que les gens se disent, c'est génial. Là, tu regardes le documentaire Demain, ou Ouais. tu te dis, waouh, c'est super, mais en fait, tu le fais pas. Parce qu'en fait, la majorité des gens sont quand même en ville. Beaucoup qui nous écoutent sont à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux ou à Marseille, enfin dans des grandes villes. Et c'est quand même très loin de leur vie en fait. Et où est-ce que tu trouves le courage de remettre en question ta propre vie, mais aussi peut-être parfois la vie de ta famille, parce qu'en fait souvent les gens ont des enfants, sont mariés, enfin tu vois, c'est pas si Bien simple. sûr. Ouais. Comment tu fais cette transition? Comment tu fais ça en fait? Ben, clairement, c'est notamment quand on a une famille, c'est quelque chose d'après moi qu'il faut poser avec la famille. Tu vois. Et en fait, l'écologie, ça recommence. En fait, le fond de l'écologie, c'est quoi? Ce qui manque aujourd'hui dans notre société, qu'on a fait exprès d'enlever, c'est le lien. C'est-à-dire, dans les entreprises, le lien social, parce qu'on veut de la performance, il est enlevé. Dans nos sols, on met tous des pesticides qui détruisent les liens entre les plantes. Bref, c'est quelque chose, un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de parties, dans les écoles. Quand tu regardes comment ils passent leur bac, il n'y a pas un lien. C'est qui va être celui qui gagne. C'est pas comment est-ce qu'ensemble, on va résoudre quelque chose. Donc, si tu appliques ça dans une famille, c'est déjà de communiquer, d'en parler, de dire qu'on a des doutes, qu'on a des envies, qu'on ne sait pas, et de dire, ok, peut-être qu'ensemble, on peut co-construire quelque chose. Et déjà là, pour moi, tu es dans une démarche écologique et qui est presque encore plus importante que juste d'arrêter le plastique. Ou aussi importante, on va dire. En fait, elle va avec, pour moi, c'est marrant, j'ai l'association que toute cette tendance autour du développement personnel, qui est immense, parce que les gens se rendent bien compte qu'ils sont perdus, ils cherchent du sens dans leur vie, enfin, on est tous à peu près à cet endroit-là, plus ou moins avec des niveaux de conscience plus ou moins élevés, mais on cherche du sens dans sa vie, on fait du développement personnel parce qu'on a trop de décisions à prendre, on voit bien qu'on n'est pas bien, mais en même temps, on sait pas trop par quel bout le prendre. C'est une première étape pour moi. Quand tu parles de lien, il y a d'abord le lien à soi, et ensuite arrive le lien aux autres et le lien à la nature, non? Ou c'est moi qui... Je crois que chacun va avoir sa façon de l'approcher. Le lien à soi, j'aime beaucoup parce que j'ai un petit peu du mal avec la notion de développement personnel. Parce que ça veut dire qu'il faut se développer et souvent ça veut dire qu'il faut être meilleur que ce qu'on est exactement. T'as tout compris. Donc au fond, il y a beaucoup de ces approches qui sont exactement dans la même philosophie que ce qui nous a amené là où on en est aujourd'hui. Tu vois, c'est comme on parle toujours, ouais, on va se former. Non, il faut se déformer un petit peu parce qu'on est tellement formé à ressembler tous, formaté, si tu veux, que c'est tout simplement se réapprendre à prendre la forme qu'on veut parce qu'elle nous fait du bien. Tu vois, un pommier, il se demande pas comment il va se développer de façon meilleure ou quelle forme il devrait prendre. Il pousse. Tu vois, et la vie le fait pousser. Et je crois que c'est frustrant parce que du coup, on a l'impression, mais on se pose cette question, mais si je grandis naturellement et que je dois pas me forcer à grandir, à quoi je sers? Tu vois, ou à quoi je sers quand je suis parent, si je dois pas forcer mes gamins à ce qu'ils deviennent quelque chose, mais que naturellement, en prenant soin d'eux et en leur créant un écosystème dans lequel ils sont bien, ils vont pousser. Tu vois? Ouais, ça fait peur. Et ça, c'est nouveau parce qu'on ne l'a pas appris. Mais moi, j'y crois beaucoup à ça. Tu vois, de dire, et ce qu'on trouve dans la permaculture, c'est de dire, quand tu as une graine qui pousse et que tu sais pas quelle graine c'est, ben, prends-en soin, arrose-la quand elle en a besoin, vois qu'est-ce qui pousse, et en fonction de ce que ça produit, tu vas adapter ton entreprise. Si c'est des poires, tu vas vendre du jus de poire. Si c'est un pommier, ben, tu vas plus vendre des pommes. Tu vois. Nous, ce qu'on fait beaucoup actuellement, c'est de dire, je veux des pommes, il faut que je sois un pommier, parce que pour être quelqu'un de bien, il faut que je aie des pommiers qui soient plus grosses que celles du voisin. Tu vois. Alors que je suis un poirier. Putain, t'imagines le stress, toute ta vie, tu vas être malheureux, parce que tu vas courir derrière quelque chose que tu pourras jamais atteindre.
Et tu parlais tout à l'heure avec l'argent, c'est exactement ça qui se passe. Tu vois. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que beaucoup de nos entreprises sont basées sur un modèle qui est malheureusement, qui crée des addictions, parce qu'on en profite en fait. Tant que toi, tu crois que tu dois être un pommier, et que moi, je suis le spécialiste des pommiers, je peux te vendre 10 000 programmes de développement personnel pour être un meilleur pommier. Alors que putain, t'es un poirier. Tu vois le truc? Bien sûr. Ouais, et alors putain, tu vas me filer des thunes à plus en pouvoir. Tu vois. En fait, ce que tu critiques beaucoup, c'est la performance, en fait. Depuis tout à l'heure, non? C'est que la performance. Tu vois, tu peux avoir un plaisir, et moi je l'ai eu le plaisir. J'ai ce côté où je vois un sommet, j'ai envie d'être en haut du sommet. C'est chouette. Ah oui, parce que t'es un sportif de haut niveau. Exactement. Donc il y a quelque chose de beau là-dedans, mais pas que. Pas que. Tu vois. Moi, c'est marrant, j'ai tendance à opposer le bien vivre au bien-être. C'est-à-dire, en fait, j'ai l'association que la société dans laquelle on vit, c'est une société de bien vivre, c'est-à-dire une société où, effectivement, on vit bien. C'est-à-dire, on peut avoir de l'eau, on peut acheter un peu n'importe quoi quand on veut, on peut partir en voyage en un clic si on a l'argent, on peut faire plein de trucs. Tout le monde ne peut pas. Hein. Il y a 10 millions de personnes en France qui ne peuvent pas vraiment vivre de cette manière, mais il y en a quand même 55 autres millions qui peuvent. C'est marrant d'ailleurs, cette conversation, on parlait d'argent tout à l'heure, cet été où je disais aux gens avec qui j'étais, mais tu te rends pas compte que tu es déjà dans les 1% les plus riches de la planète. Les gens me disent, non, pas n'importe quoi. Enfin, les 1% les plus riches, regarde, c'est les gens qui sont sur les yachts. Je dis, non, c'est toi en fait. Et du coup, pour leur prouver, j'étais cherché en ligne. Et le chiffre exact, pour savoir si on est dans les 1% les plus riches de la planète, il faut gagner 29 000 euros par an. Voilà. 29 000 euros par an, vous êtes dans les 1% les plus riches. Et parce que l'argent, c'est qu'une histoire de comparaison. Donc, naturellement, en fait, on n'est jamais vraiment riche. Il y a un bouquin, un psychologue américain qui a écrit un bouquin sur pourquoi on ne se sent jamais riche? Tout simplement parce qu'en fait, on se compare toujours à celui qui est le plus riche. Donc, naturellement, c'est une sorte de course infinie qui ne mène nulle part. Hein. Quand on connaît un certain nombre de gens qui ont de l'argent, on se rend bien compte que ça mène pas à grand chose. Mais ça, c'est une autre ça facilite certaines choses, mais après, ça facilite des choses. Voilà, quand même ça, il faut pas le nier qu'il y a des personnes, notamment en France, qui ont pas les moyens d'eux, et clairement l'argent pourrait être une solution pour faciliter quand même certaines choses. Donc ça, bien sûr, pas, bien sûr. Je crois que c'est. Non, mais ça, évidemment, il y a un niveau en deçà duquel. Et en général, on le place au niveau moyen du revenu du pays, du dit pays, en dessous duquel, effectivement, tu peux pas manger, tu peux pas te nourrir, tu peux pas te loger. Tu sais, c'est pas un hasard pourquoi on part beaucoup en voyage dans des pays plus pauvres et on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus heureux. Et toi, et c'est très bizarre parce on doit aller dans certains pays comme ça où t'as des gamins qui sourient alors qu'ils ont rien, et ça ressource beaucoup de gens. Mais il y a un paradoxe terrible là-dedans. Mais d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, et pas mal d'ailleurs, qui sont intéressantes, c'est que tu te rends compte que tu peux pas vraiment comparer le bonheur, c'est très difficile de comparer le bonheur. Par contre, ce que tu peux comparer, c'est le nombre de maladies mentales et le nombre de suicides. Et en fait, de manière assez étonnante, tu te rends compte que dans les pays pauvres, il y a beaucoup moins de suicides et beaucoup moins de maladies mentales que dans les pays riches. Donc effectivement, il y a une vraie question à se poser sur le modèle de société qu'on nous vend. Mais moi, j'ai l'impression que ce modèle de société, de toute façon, il est un peu en train de s'effondrer. Ça bouge. Ça bouge. En tout cas, c'est le chemin vers lequel on va. Mais pour revenir à la transformation des personnes qui nous écoutent, tu parlais tout à l'heure, et j'aime bien l'image du hamster dans sa roue. Tu pourrais la redire. Je trouve ça intéressant en fait. Elle est assez connue. C'est comme tu parlais de société, c'est l'idée que justement on est un petit peu comme des hamsters dans une roue et on fait croire en fait que on peut arriver quelque part. Sauf que on est dans cette roue et on peut courir aussi vite qu'on peut, on va jamais arriver quelque part. Et avec la technologie, ça s'est un petit peu renforcé parce que maintenant il y a un écran devant qui te fait rêver que si tu cours particulièrement vite et que tu gagnes plein d'argent, un jour tu vas pouvoir t'acheter l'île qu'il y a sur ton écran. Sauf que tu t'habitues à ça et tu cours encore plus vite et t'as même pas besoin d'arrêter de courir parce que maintenant on te livre la bouffe dans ta roue, tu vois, et que clairement ça va aller encore plus loin parce qu'avec la réalité virtuelle, on va te faire croire que tu es en train de courir sur une plage, alors que tu es dans ta roue. Et ce qui est pervers là-dedans, c'est que cette roue-là, elle alimente un générateur qui fait de l'électricité pour alimenter l'écran que tu es en train de regarder. Et on te fait payer pour ça. Donc il faut payer pour pouvoir regarder la belle émission sur ton écran avec l'énergie que toi-même tu produis. Et voilà, bref.
Il y a ça, mais ce qui se passe avec ce pauvre hamster, c'est que il est complètement déconnecté en fait de la terre. Et ça, au bout d'un moment, ça se sent. Et c'est là où vient le burn-out, la dépression, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très très profond qui nous manque, parce qu'on n'est plus vraiment connecté aux autres, à la terre et à soi-même. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il peut y avoir un épuisement et d'un coup, le hamster, quand il arrête de courir, quand il est forcé à s'arrêter, il est éjecté par la roue. Il se retrouve en dehors de la roue. C'est très dur à vivre parce que tout le monde autour va lui crier dessus. « Faut que tu retournes dans ta roue, sinon ça va être la fin du monde. Tu vas pas survivre, c'est le seul endroit. » Sauf que c'est aussi une opportunité parce que souvent, on peut plus y rentrer, on est épuisé. Par contre, si on prend un peu de temps, on peut observer les autres courir dans leur roue. Et c'est là qu'on prend conscience qu'en fait, la vie, elle continue après. C'est-à-dire, je suis éjecté de la roue, mais je suis pas mort. Donc, il doit y avoir une autre vie qui se déroule en dehors de cette roue. Et c'est là que ça devient intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire sortir de cette roue? C'est à chacun de le voir pour soi-même. Mais c'est une aventure, on va dire, pour l'avoir commencé. Je ne crois pas que je suis encore arrivé. Et de temps en temps, maintenant, je reviens de la roue parce que c'est quand même fun de courir un peu. mais dans cette société, c'est en fait, le bonheur, il est dans la liberté d'être conscient d'être dans une roue et de pouvoir choisir ce que j'ai envie d'y être ou pas. C'est marrant ce que tu dis, ça me rappelle une histoire que j'ai lue de Richard Bach, l'auteur, dans un bouquin qui s'appelle Le Messie récalcitrant. Mm-hmm. Et au début du bouquin, donc, il prend l'exemple de petites... et j'aime bien cette idée, cette image. Il prend l'exemple de petites bestioles qui sont dans une rivière, elles sont toutes accrochées à un rocher. Et il y en a une qui dit « mais j'en ai marre d'être accroché à ce rocher, il y a du courant, c'est pas agréable. » Et les autres lui disent « mais t'es fou, si tu lâches le rocher, tu vas te faire exploser par les rochers derrière, parce qu'en fait, avec le courant, tu vas te faire exploser, quoi. » Il fait « oui, mais j'en ai marre. » Et donc, à un moment donné, il lâche le rocher. Et les gens se disent « et donc, évidemment, il se fait exploser par les rochers derrière, ce qui est assez naturel. Et puis, très naturellement, en fait, il remonte au niveau de la surface de l'eau, ce qui est logique, et du coup, tous les autres le regardent comme un dieu. D'accord. Et j'aime beaucoup l'image parce que, effectivement, il y a un peu de ça, et souvent, je crois que, et moi y compris, je me mets surtout pas à l'extérieur de ça, on regarde effectivement ceux qui ont réussi à lâcher en disant waouh, c'est génial. Et en même temps, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas le courage, ou on ne sait pas comment faire. Alors, est-ce qu'il faut absolument avoir un burn-out ou une sorte de crise forte, peut-être la mort d'un proche, ou pour pouvoir relever la tête et se rendre compte qu'en fait, on court nulle part? Enfin, je pense que ça, c'est un des grands mensonges, c'est de se rendre compte qu'en fait, tu cours, mais en fait, tu cours, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien au bout, il n'y a pas de fil d'arrivée, quoi. C'est quoi est-ce que tu penses qu'on a besoin d'aller jusqu'à cette sorte de petite mort, on va dire, ou est-ce que tu peux y arriver sans avoir besoin de passer par cette étape un peu désagréable? Alors, encore une fois, il y a deux choses, parce qu'il y a l'étape désagréable, qui, d'après moi, il y a une part de ton identité, tout ce que tu croyais être vrai, toutes tes croyances, qui s'effondrent. Et ça, c'est rarement agréable. Voilà, c'est un deuil à vivre. Tu vois, c'est tout simplement que l'être humain, on s'attache aux choses, et que c'est comme quand t'as un projet qui se termine, t'as un certain temps où t'es un peu triste parce que le projet il s'arrête, et c'est normal, tu vois. Et c'est plus se dire c'est ok, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de chialer un bon coup et de dire ah mince, c'est fini, quoi. Et tu vois, c'est plus s'autoriser ça dans notre société qui est important. Après, est-ce que t'as besoin d'un truc violent ou pas? Je crois que ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont regarder un épisode sur Netflix sur la beauté de la Terre et qui vont avoir un déclic terrible qui les touche au plus profond de leur être, dans chacune de leurs cellules, et disent « c'est tellement beau, faut qu'on le préserve », tu vois. Et qui du jour au lendemain quitte tout et s'engage pour la protection de je sais pas quel voilà, et quitte Netflix aussi, parce que la vie en streaming, on peut se parler le streaming pour le coup, l'impact il est quand même assez conséquent. Et encore je suis heureux que Netflix s'autorise à mettre des contenus par moment qui permettent ce genre d'éveil, tu vois, donc ça c'est chouette. Porno, c'est encore pire, parce que le porno, il consomme beaucoup d'énergie dans le monde. C'est incroyable. Bref, revenons à nos moutons. Et ça veut dire, c'est juste faire confiance que quand on est prêt, ça va se passer. Plus on refuse parce qu'on a peur d'éclore,
plus après le choc risque d'être dur. C'est-à-dire, moi je compare ça un petit peu aussi à un poussin qui doit éclore de son œuf. Tu vois, naturellement, à un moment donné, ça va être serré dans son œuf. Et si tout se passe bien, lentement, il va craqueler, il va avoir une toute petite ouverture, il va se dire oh, « c'est quoi cette lumière qui rentre ?» Mais du coup, il va s'habituer à la lumière et lentement, il va enlever, il va dire « Ah, en fait, il y a quelque chose dehors. » Cool. Tu vois. Nous, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on sent que ça devient serré, mais en même temps, on a l'habitude d'être dans cet environnement parce qu'on a exploré cet œuf de l'intérieur. Et par peur de découvrir ce qu'il y a en dehors, on va bétonner le mur en béton armé, et on va reconstruire des trucs autour. Et en fait, tu es dans cet œuf et tu peux faire rien d'autre que d'en sortir parce que tu grandis. Et si tu as bétonné le truc, ben, quand ça pète vraiment. Voilà. Et je dis toujours, le mieux qu'on puisse faire, c'est que aussi les personnes qui ont déjà vécu certaines choses comme ça, c'est s'il y a quelqu'un où on sent qu'il a besoin de faire péter un truc de façon violente, d'être là pour accompagner. La seule crainte que j'ai, que ça arrive avec des personnes qui ont beaucoup de pouvoir et aussi un pouvoir de destruction. Ça m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire certaines personnes au pouvoir politique qui ont, avec certains boutons, qui peuvent faire beaucoup de mal. Si là ça pète ou qu'ils essayent, là c'est des choses qui m'inquiètent un peu plus. Mais voilà, bref, je crois que si on intègre plus ce fameux cycle de il y a quelque chose qui est né, il y a quelque chose qui disparaît, et d'accepter le deuil, de pas voir le côté négatif des émotions, de voir la beauté de la sensibilité, la beauté de, notamment chez les hommes, des hommes qui pleurent et qui parlent honnêtement d'un sujet qui les touche, c'est magnifique. Et mettre ça un petit peu plus au quotidien, je crois que c'est ça qui peut faire avancer les choses aussi. C'est certain. Et alors, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse le deuil de la société performative, du coup ? En partie, ouais, je crois, ouais. Parce que je pense que c'est un peu ça, il y a une sorte de mythe autour de la performance et de l'optimisation de tout, que moi j'essaie de rejeter au maximum, mais en même temps je suis dedans, donc... Optimisation et simplification de la vie, notamment. C'est tellement... En fait, c'est normal qu'on le fasse parce que c'est tellement complexe. Quand on s'y intéresse vraiment à ce qui se passe dans la nature, on n'y pige rien, ou 1% de ce qui est vraiment en train de se passer. Tu vois. Et du coup, on simplifie. Du coup, tout est réduit à certains facteurs. Et c'est de ça que je crois qu'il est important de faire le deuil et d'accepter qu'on ne sait pas, d'accepter qu'on puisse ressentir des choses désagréables comme le vide, voire des émotions désagréables, pour accepter cette complexité-là et prendre notre place juste, qui est à la fois quelque chose de super magnifique, important, et à la fois on est une petite graine dans l'univers, et que peut-être si demain tout s'arrête, tout le reste de l'univers, il en a rien à foutre, il va continuer. Oui, la planète va pas s'effondrer. Voilà. Donc, la planète va pas s'effondrer, l'humanité potentiellement peut s'effondrer. Moi, je crois que, c'est mon point de vue, mais peut-être que je me trompe. Je crois que c'est le système dans lequel on est qui va s'effondrer. Pas forcément l'humanité. Je pense qu'on peut essayer de s'épargner ça. Si on traîne, il va y avoir une partie de l'humanité qui va s'effondrer, malheureusement. Alors, de manière très égocentrique, on peut se dire en tant qu'occidentaux que ça sera sans doute pas en Europe que ça va s'effondrer, donc c'est pas là où il y aura des millions de morts au début, a priori. Mais tant qu'à faire, on peut aussi éviter qu'il y ait des millions de morts tout court. Il y a Sarkozy qui a dit au MEDEF là, cet été que le problème il n'était pas écologique, il était démographique, parce qu'en fait on avait fait grossir la population de manière monumentale en quelques décennies, en fait, très rapidement. Et je crois qu'il disait que quand il était né, il y avait 3 milliards de personnes et qu'en 2050 on est prévu à être à 10 milliards. Je suis pas sûr qu'on arrivera à ce moment-là, mais en tout cas c'est dans les projections. Si on peut s'épargner la mort de X millions, dizaines de millions, centaines de millions de personnes, ça serait pas mal. Moi, ce que je crois, c'est que ce système-là va s'effondrer. Et peut-être que c'est ce qui fait peur aussi aux gens et que du coup, ils préfèrent rester dans le système dans lequel ils sont. Mais j'ai l'impression il y a plein de gens qui ont envie peut-être pas d'en sortir dans l'absolu, parce qu'ils se rendent pas forcément compte, mais en tout cas, de faire quelque chose dans ce sens-là, non ? Je crois. Ouais, je suis d'accord, parce que il y a beaucoup de gens, je crois, qui commencent à sentir qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que y a pas le choix de changer quelque chose. Et on sait pas toujours quoi. C'est pour ça qu'on hésite. Et que le fait de pas savoir nous met dans une forme d'inquiétude où on dit, mais il faut que je sois dans l'action, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Mais rien faire
Et déjà ralentir et observer et se poser les bonnes questions avant d'agir, c'est déjà faire beaucoup en fait. Parce que on est dans cette logique de faire avant de réfléchir. Ouais. Ouais, plus tu fais du vent, plus tu es reconnu aussi un petit peu. Bien sûr. Et c'est, moi toi un exemple très concret que je vois dans l'entreprise, plus tu crées de problèmes, plus tout le monde s'occupe de toi parce que il faut l'aider à gérer ses problèmes. Plus tu es autonome, plus tu es seul souvent dans l'entreprise parce que ça roule quoi. Tu vois, c'est très paradoxal. Donc et voilà, là il y a des choses vraiment à revoir. Et comme tu dis, ouais, il y a peut-être des gens qui vont malheureusement et c'est déjà le cas, hein, souffrir, voire mourir. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc voilà, pour ce qu'on fait avec Ecosia, on agit dans plein de pays dans le monde où c'est déjà le cas et qu'il y a des vraies urgences. Et peut-être même c'est ici que ça va nous toucher parce que l'infertilité est croissante en Occident. Donc il y a quand même des questions qu'on évite encore, mais qui sont présentes. Tout ce que je sais, c'est que dans tous les écosystèmes naturels, quand il y a une espèce qui est trop dominante, ça s'autorégule. Voilà. Et ça risque soit on le fait nous-mêmes, c'est-à-dire soit on devient adulte en ayant conscience de certaines limites et qu'on sort de l'âge adolescence de je peux faire ce que je veux, je m'éclate, il n'y a pas de demain. Et on devient adulte, ça veut dire qu'on est responsable de quelque chose. Et devenir parent, c'est souvent ça. C'est maintenant je suis responsable de la vie de quelqu'un. Et ça, il faut qu'on l'élargisse à la terre, de prendre conscience qu'on est maintenant adulte et qu'on est responsable du vivant sur terre. Et que si on arrive à avoir ce basculement, on va arriver à rééquilibrer ça un minimum avant que tout parte en vrille. Si ça, on n'y arrive pas, ça va être plus compliqué. Et en fait, c'est marrant que quand je parle d'effondrement, c'est pas, moi je suis plutôt quelqu'un de très positif, donc quand je parle d'effondrement, les gens me disent mais c'est horrible. Et pour moi, en fait, c'est pas très horrible l'effondrement de la société parce que cette société de bien vivre, elle est pas dans le bien-être. En fait, ça rend personne heureux d'être dans le bien vivre. Bien sûr qu'il y a eu plein de, je vais pas remettre en cause et en question les effets, tous les progrès médicaux, et ça, évidemment, ça c'est pas questionnable. Mais même Keynes, donc pour ceux qui font de l'économie, disait en fait, la société qu'on est en train de construire, il y aura tellement de richesses que les gens n'auront plus besoin de travailler. En fait, c'était censé être une société de loisirs. Bon, la société de loisirs, on n'y est pas exactement. Donc, dans le modèle économiste capitaliste, finalement, on était dans une économie de loisirs à l'origine. Ou alors je me trompe complètement. Il y aura peut-être des économistes qui expliquent. Mais tu sais, moi, je trouve ça étonnant parce que parler de loisirs, c'est comme si le loisir, c'était le truc à atteindre ou qu'on voulait, l'être humain, il faisait que ça. Mais qu'est-ce que font tous les gens qui quittent Paris parce qu'ils en ont ras-le-bol? Ils vont planter des pommes de terre ou des carottes et ils ont un plaisir à travailler la terre et à travailler. Donc c'est pas juste du loisir, c'est vraiment, ils font ça pour se nourrir souvent. Alors pas tous, hein, mais quelques-uns, il y a souvent cet idéal de repartir à la nature, j'ai mon jardin et tout. De reconnecter à la terre. Donc je crois que le travail, là je mets plus ma casquette de psychologue du travail, peut avoir énormément de sens et apporter sa pierre à quelque chose qu'on construit en collectif, en société, ça fait un bien fou. C'est juste qu'aujourd'hui, on est tellement déconnecté, on fait des trucs où on sait même plus à quoi ça sert, voire c'est que du loisir. Du coup, au final, ça sert à rien, juste à se divertir. Et que le divertissement, c'est bien, mais beaucoup de gens remarquent, et les personnes qui m'entourent, qui ont fait une forme de transition, la première chose qu'ils ont enlevé beaucoup, c'est du divertissement qu'on essaie de nous vendre. Parce que ça les rendait pas heureux, parce que ça les rendait dépendants, addictifs aux réseaux sociaux, voilà. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est arrêter ça et trouver un plaisir dans le travail et dans un divertissement qui est souvent beaucoup plus, on rejoue de la musique, on va chanter avec des amis, qui est beaucoup plus interactif en fait. Tu vois. Donc, je crois qu'on essaye encore une fois de nous vendre une société du divertissement, notamment avec la réalité virtuelle, les jeux, tout ça, mais qu'au fond, il y a beaucoup de sens dans une société qui est moins structurée autour du divertissement et des loisirs. Mais alors, du coup, je vais être un peu provoquant. C'est vrai que tu l'as pas encore été, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'une société où il y a que des coachs, et tu as été coach, et des profs de yoga?
Parce qu'en fait, souvent, les gens, quand ils cherchent du sens, ce qu'ils font, c'est, enfin, ce que je vois, et bon, c'est un peu provoquant, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont profs de yoga et qui sont coachs, hein, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, enfin, beaucoup de gens qui se dirigent vers cette voie-là. Moi, j'ai l'association que, ça peut pas être la seule voie. En fait, c'est pas possible, parce que si tout le monde devient coach et prof de yoga, on va avoir un petit souci. Changer de vie, et je suis assez d'accord avec toi, avoir du sens dans son travail, c'est quand même le Graal. Je suis pas certain que tout le monde puisse y arriver, malheureusement, parce que il y a aussi des travaux qui sont sans sens et qui sont, qui sont pas très rigolos à faire. Mais pour ceux qui peuvent, en tout cas, comment ils peuvent retrouver, alors là c'est vraiment, je parle au psychologue de travail, hein, mais comment ils peuvent retrouver... Comment on peut éviter qu'ils deviennent tous coachs et profs de yoga, ouais. C'est ça? Il y a Alors, un peu de ça. Déjà, je crois que si tout le monde était un peu coach, ça aiderait beaucoup, parce qu'en gros, tu apprends à aider à quelqu'un à grandir d'une certaine façon. Donc ça, c'est chouette, tu vois. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on a tous besoin de faire le métier de coach? C'est ça. Qui est encore autre chose. Ouais. Et clairement, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a plus besoin de revenir à la terre et dans la production locale d'aliments. Voilà, ça peut être des écolieux, des fermes, tout ça. Donc je crois que ça, il faut le remettre à la mode un petit peu. Et ça peut être très très fun, notamment en restant connecté aux autres grâce à Internet. Parce qu'avant, moi je l'ai testé, c'était quand même moins fun. Quand tu es tout seul dans ta ferme en hiver et que t'as pas Internet, franchement... faut le vouloir. Voilà, tu sais bien la méditation, mais pendant 3 mois, voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Mais clairement, avec la technologie, il y a quand même, voilà, ça. Et je crois qu'on peut être très connecté. Et ça peut être ce côté très un peu spirituel, tu vois, très connecté et à la fois être les mains dans la terre. Et on a besoin des deux. Tu vois. Et c'est aussi, je suis persuadé que plus les personnes s'autorisent à vraiment prendre conscience de ce qui est important pour eux, peut-être que pendant un certain temps, ils vont être coach, parce que aussi souvent, quand tu aides l'autre, tu t'aides toi-même. Bien sûr. Voilà. Et qu'au bout d'un certain temps, ils prennent conscience qu'en fait, c'est pas ça le métier pourquoi ils sont là, mais je sais pas, aide-soignant ou sage-femme ou j'en sais rien, ou n'importe quoi, ou clown, tu vois, j'en sais rien. Tu vois. Et je suis même persuadé qu'il y aura beaucoup de métiers qu'on considère pas encore comme des métiers, mais quelqu'un qui adore parler de, je sais pas, de trucs de tapis, tu vois, qu'il n'a pas besoin d'être vendeur de tapis, il peut avoir un blog où il parle de tapis, et il peut vivre du fait de parler de tapis, tu vois, et c'est en train de venir, c'est-à-dire on est en train d'avoir plein de métiers qui apparaissent, qui sont liés par rapport à quelque chose où quelqu'un est passionné par un truc qui n'avait aucun sens avant, mais maintenant il l'a. Et du coup, on va créer une société qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus colorée que juste les quelques métiers qu'on a décidé qui doivent être payés. Tu vois. Et moi, j'ai l'impression, et ça rejoint beaucoup la transition d'une monoculture à un jardin en permaculture. En monoculture, tu décides, il y a tel métier qui doivent pousser pour faire tourner la société. Et dans un jardin en permaculture, tu vas voir des choses que tu vas semer, des choses que tu veux planter, des choses qui vont pousser, t'as même pas prévu, et ça va faire un grand bordel. Et tu vas essayer que tout le monde trouve un peu sa place. Ça veut pas dire qu'il y a pas de concurrence ou pas de, voilà, c'est aussi dans la vie, tu as aussi ça, mais beaucoup plus riche et beaucoup plus inspirant et beaucoup plus connecté à la terre. Et ça, j'espère qu'on va vers là. Voilà, je sais pas si ça va se passer, mais je crois que, notamment grâce à Internet et grâce à cette diffusion de savoir et des choses, il y a une opportunité d'aller vers ça. C'est-à-dire des métiers qui sont moins liés à ce que l'entreprise impose de devoir faire et plus liés à qu'est-ce qui te fait kiffer dans ta vie, fais-le et tu vas être payé pour ça. Super. Et alors, ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Ouvrir ou claquer et où claquer. Et où claquer Tu fais l'un des deux ou le deux ou comme tu veux. J'ai envie d'ouvrir la porte à tous ceux qui nous écoutent, qui peut-être n'osent pas encore, et de dire que regardez autour de vous parce vous n'êtes pas seul. Et il y a plein de gens qui se posent ces mêmes questions. Et si on ose les poser sur la table avec des amis, avec plein de gens, on se rend compte qu'ensemble, on peut faire des trucs incroyables. Et peut-être aussi d'ouvrir la porte à soi-même. Parce que si j'ai bien appris une chose aussi dans ma carrière, que ce soit même sportive, moi j'ai démarré à jouer au rugby
à Hambourg, en Allemagne, dans un tout petit club où le rugby en Allemagne, c'est pas le sport national. Et j'avais ce rêve d'aller jouer au Stade Toulousain. Donc, c'était pas en équipe 1, mais en espoir, mais c'est déjà incroyable. Et tout simplement parce que voilà, je sentais que c'était juste. J'y suis arrivé. Et c'est quelque chose, je crois que beaucoup de gens sous-estiment à quel point ils ont la capacité de changer leur vie voilà, prennent le risque, s'ouvrent un petit peu au monde et se laisser surprendre de qui on peut être et qui peut-être est différent de ce que les parents notamment nous ont dit qu'on devait être ou nos profs et tout ça. Donc ouvrir la porte à soi-même. Super. Merci beaucoup Ferdinand. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.